Lucène, je ne vais pas vous demander pourquoi vous riez. Je vais tout droit m'adresser aux téléspectateurs qui me regardent en ce moment. Bienvenue à vous dans votre émission de la mi-journée. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais commencer par dire que rien ne se perd, tout se transforme. C'est véritablement l'assertion qui colle le mieux à la thématique que nous allons développer dans quelques instants. En tout cas, j'espère bien que vous êtes bien installés. Nous, on a décidé comme ça de transformer toutes nos faiblesses en force et vous allez voir ce que ça donne, peut-être dans ce numéro ou pas. En tout cas, merci de votre aimable attention et j'ai le plaisir de vous présenter la team du jour. Je ne le dirai pas, non, c'est midi, c'est maintenant. Non, je ne le dirai pas. C'est midi, c'est maintenant, c'est peut-être après, c'est demain, c'est après-demain, c'est l'année prochaine. Vous voulez que je le dise? Eh bien, on reste concentré et focus sur nos objectifs principaux parce que c'est midi. C'est maintenant. Non. Mais non. Pourquoi avec cette petite voix? C'est maintenant. En fait, je voulais faire C'est maintenant. Ça le fait pas. Alors, quand vous faites c'est maintenant, ça donne quoi? C'est maintenant. Parce que c'est midi? C'est maintenant. Parce que c'est midi? C'est maintenant. Parce que c'est midi? C'est maintenant. Bon, d'accord. Vous maintenez cela et on le fait ensemble. Parce que c'est midi? C'est maintenant. La chorale, J'ai pas entendu votre voix. Vivement la fin du coronavirus et le retour du public de ces midi. Parce que Franchement. vraiment, c'est voix que j'ai entendues. Franchement. Ici. Alors, ça va? Comment vous allez? Toujours la pêche? Toujours. Ouais. Jess Bomba. Ouais. Alors, Lucène Sidibé, vous êtes entendu ou quoi? J'ai pas Vous compris. êtes appelé hier Belle soir. coïncidence, je dirais. Belle Ah. coïncidence. Je voulais remercier Bill Ellis, un très cher ami qui m'a offert cette petite tenue très fraîche qui me tient au chaud en ces temps de pluie. Et par ricochet, j'aimerais avoir une très belle pensée à toutes ces familles qui vivent dans des localités à risque. On sait qu'on est en saison de pluie, c'est pas véritablement facile. Je vous envoie tous mes encouragements, tout mon soutien et vivement que le soleil revienne. Que le soleil revienne, n'est-ce pas? Très belle expression. Paterne assez mieux. Alors, Caroline, moi, mes pensées vont à l'endroit de celui qui occupe cette place-là, ce fauteuil-là, tous les jours, Dr Philo, qui va nous manquer aujourd'hui parce qu'il n'est pas en pleine forme. Mais d'ici lundi, il sera là. Je sais qu'il est chez lui, il nous regarde. Voilà. Paterne assez Moi, bien. j'aimerais Vous savoir. savez que dans cette émission, on est très décalé. Alors, très chers téléspectateurs, je vous communique tout de suite le thème du jour et je vais demander à la régie de nous balancer le jingle de Dr Philo et demander à Paterne de faire quelque chose. C'est vrai qu'il n'est pas humoriste, mais il va essayer de faire quelque chose. On ne l'a pas préparé, Paterne, je vous fais confiance. Seigneur. Je Ça me ira. suis fait une énorme opportunité en recyclant les pneus usés. Dans la vie, il faut être un Manitou. Justement. Et surtout, quand on a des difficultés, il faut être à même de pouvoir trouver des solutions. C'est ça, Et Caroline. pourquoi pas les transformer en opportunités. Je pense que ça, c'est ce que Caroline. notre invité a essayé de faire. Alors, je demande à la régie de nous balancer le jingle de Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. Ah ben non, ça ne sera pas selon Dr Philo aujourd'hui, ça sera selon Paterne Assemian. Caroline, l'histoire nous a appris que les plus belles folies aboutissent toujours à de grandes réalisations. Au début de tout projet, il y a un rêve. Et il y a des gens comme ça dans la rue qui font des choses extraordinaires que souvent on n'a pas l'habitude de remarquer ou de regarder. Prenez l'exemple d'un jeune qui est dans la rue, qui collecte des pneus. Et généralement, la première impression qu'on a, on se dit que c'est un fou. C'est quelqu'un apparemment qui ne sait pas quoi faire. Mais il y a des jeunes comme ça qui retrouvent, qui collectent des objets, des choses que très souvent on se dit que ce n'est pas utile. Tout à fait. Mais ils arrivent à trouver quelque chose, à donner vie à ce genre d'objet. Et notre invité de ce jour, il est de cette trempe-là. Et il est à féliciter parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, qui sont dans nos quartiers, qui sont dans nos familles, qui ont du mal à trouver un sens à leur vie. Je dirais bravo. Vous avez réussi un côté parce que vous avez la suite dans les idées, mais l'autre côté, le côté fou qu'on recherchait, le côté En fait, drôle, j'attendais je l'ai la pas blague, encore retrouvé. hein. Vous avez été trop sérieux. Mais il me manquait un pneu ce matin. Elle est bonne celle-là. Merci beaucoup
Paterna Assemian, eh bien, notre invité témoin est en train de se laver les mains. Koulibaly Bamba Isaac, c'est son nom. Et je rappelle le thème du jour, je me suis fait une énorme opportunité en recyclant les pneus usés. Pendant que notre invité s'essuie les mains, nous allons le découvrir à travers cet élément. Aujourd'hui, Midi reçoit un entrepreneur qui vit pleinement son rêve grâce au recyclage des pneus usagés. Koulibaly Bamba Isaac est un fils de la commune de Trècheville. Né à Trècheville en 1979, d'un père entrepreneur et d'une mère commerçante, Koulibaly Bamba Isaac est un homme d'affaires et père de 4 enfants. Notre invité a connu beaucoup de galères dans sa vie, mais ayant pris conscience de ses capacités, il décide de s'investir dans l'élevage depuis maintenant une dizaine d'années. Le recyclage des pneus usagés a joué un grand rôle dans son activité actuelle. Nous en saurons davantage dans un instant sur le plateau de C'est Midi. Merci infiniment Marie-Ange Emiem. Eh bien, Koulibaly Bamba Isaac nous rejoint donc sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle qu'il est âgé de 41 ans, il est éleveur. Il vit donc dans la commune de Trècheville. Nous profitons donc de cette occasion pour faire un big up à Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche. Bienvenue à vous Isaac. Merci. Tout va bien, j'espère? Oui, ça va bien. Yes, déjà. Rastafari. En tout cas, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, que peut-on faire avec des pneus usés? C'est la question du micro-trottoir. Paterna Assemian, c'est bien prêté au jeu. On y va. Les pneus, ça peut servir à beaucoup de choses. Bon, j'ai regardé une émission sur la RTI. J'avais un monsieur sur l'autoroute du Nord qui se servait des pneus pour fabriquer des tabourets, des meubles. On peut le recycler dans d'autres matières. Oui. Voilà, s'il y a une structure pour recycler, voilà. Il y a plusieurs objets, d'éléments qui sont importants, notamment il y a du fer, il y a du plastique. Il y a beaucoup de choses à en tirer là-dedans. Il y a les artistes, il y a d'autres qui transforment ça pour faire genre en table et les chaises. Là, j'ai vu ça ce midi, mais j'ai déjà ça ce midi. Voilà, ils prennent ça pour faire la table et puis 4 chaises, bon, mettre un peu dans le salon des restaurants, quoi. Merci beaucoup pour ces différentes interventions. Eh bien, il faut dire que dans chaque commune, il y a un style de vie. Chaque commune a sa mentalité, chaque commune a son feeling. Et les jeunes de la commune de Trècheville sont connus pour la plupart du temps pour être des jeunes très dégourdis, des jeunes battants. Cependant, il y a quand même une catégorie qui rame à contre-courant. Oui. Et Oumar, vous faites partie de ces jeunes-là. Oui. Parce que très tôt, vous avez abandonné la cellule familiale pour vous retrouver dans la rue. Oui, oui. Nous vous écoutons. J'ai abandonné la famille parce que moi et la famille, c'était pas trop ça, il n'y avait pas trop de contact. Vous avez quel âge? Bon, j'avais 7 ans jusqu'en... Vous étiez quand même très jeune pour savoir Oui, ce que vous vouliez. j'étais très jeune. Mhm. Voilà, j'étais attiré par mes grands frères qui sortaient beaucoup, donc je voulais les accompagner à la ville. Donc, en les accompagnant, j'ai pris goût dans la rue. Et c'est comme ça que je suis resté dans la rue. Et dans la rue, qu'est-ce qui s'y passait? Ce qui s'est passé, c'est que c'était des formations, tout ce que nos grands frères essayaient de faire, on essayait de faire comme eux, ou soit plus que eux. Il faut dire qu'ils étaient érigés en gang. Hein? Oui, Trècheville, tout le monde connaît ceux qui ont entendu le nom de Trècheville. Avant, dans les années 85 jusqu'en 90, c'était les gangs. Voilà, c'était des gangs. Il y avait chaque groupe dans chaque avenue et chaque rue. Et comme ça, nous, mon grand frère faisait partie d'un gang. Donc, je voulais le suivre pour être comme lui aussi. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à voir la rue avec les 10 gars de la rue. Donc, des gangs très redoutables. Oui, des gangs redoutables, autant à Trècheville qu'ils ont beaucoup fait mal. Que si vous voulez, il peut citer au moins un nom ou deux noms des gangs. Non, on n'est pas obligé. Et malheureusement ou heureusement pour vous, vous allez vous retrouver en prison, en 1990 exactement. Oui, je me suis retrouvé en prison. J'étais dans mon grouillement, on était dans la rue, mais il fallait grouiller aussi. Donc on allait cirer les chaussures et puis vendre des sachets devant le marché des Trècheville, le grand marché. Et donc c'est comme ça, puisque on ne présentait pas bien, on nous voyait derrière nous, 6 petits vagabonds enfants de la rue, les sachets, les quais en pied.
Donc, quand il y a un bang-bang, ils ont cassé les vitres d'une voiture. Donc, c'est nous, on prend en même temps, c'est nous, on trouve en même temps sur les lieux. Donc, on nous embarque comme ça. Donc, ça va me faire connaître la prison pour une première fois, si la Maka, étant très jeune. Quand vous dites la première fois, c'est qu'il y a eu encore d'autres fois. Il y a eu une seconde fois, une troisième fois. Oui, il y a eu plusieurs fois, jusqu'à 5 reprises. Oui, oui. Avant que je prenne conscience que ma vie est en train de partir, est-ce que j'allais pouvoir avoir des enfants? Est-ce que j'allais pouvoir être un exemple pour la jeunesse de mon pays? Tu vois, je n'étais plus avec les parents. Si je ne dois pas avoir une histoire. Cette histoire, on aimerait bien la connaître, mais avant, j'ai une question. Oui, mais justement, quand on a fait la prison une fois, on a fait la prison 2 fois, parce que le but de la prison, c'est de vous faire comprendre que ce que vous avez fait mal. Qu'est-ce qui fait qu'on refait exactement les mêmes erreurs, voire pire même? Bon, tout commence dans la première prison. Parce que dans la première prison, quand tu es un innocent, que tu es allé en prison, que tu n'as pas commis quelque chose, tu n'as rien fait de mal, tu vois que tu as dit à tes parents que je viens dans la rue, tes amis, et puis on dit que tu es en prison. D'abord, ta famille est déjà fâchée contre toi parce qu'on s'est dit que tu as volé quelqu'un ou bien quelque chose alors que tu étais en train de vendre tes sachets. Et c'est pourquoi il faut savoir choisir les personnes avec qui on marche. Fréquentation. Parce que vous êtes allé en prison à cause de vos mauvaises fréquentations. Oui, donc on vous a tous confondus, on vous a mis dans le même panier, vous êtes retrouvés en prison. Oui, oui. Donc comme ça, je suis parti en prison. Une première fois très jeune. Donc quand je suis revenu, bon, je n'ai pas voulu comprendre. Si on m'a emmené pour un rien, c'est que maintenant je dois m'investir dans la rue pour avoir un nom aussi, moi aussi en tant qu'un enfant de trèche. En tant que quelqu'un qui est cracra aussi, voilà, défendre aussi ceux qui sont derrière moi. Donc c'est parti, j'ai commencé encore la rue et changer un peu d'étape, je ne vendais plus les sachets, je ne cirais plus les chaussures. Qu'est-ce que vous faisiez? Voilà, ce que je faisais maintenant, bon, c'était les stupéfiants. Comme on peut dire, les stupéfiants. Parce que j'avais besoin d'argent. Voilà, je voulais créer une famille. Voilà, puis je voulais une vie où soit écrit, faire des cinémas, faire la musique, c'était un truc comme ça. Voilà, donc j'avais besoin de l'argent pour faire mon plan. Vous étiez quand même ambitieux pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Hein. Merci. alors justement, donc, après la 5e fois que vous vous retrouvez en prison, il y a un déclic. Il y a une prise de conscience. Oui, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience parce que là, je vous dis que peut-être on n'allait pas se connaître, mais c'est Dieu qui a voulu qu'on puisse se croiser. Je vais dire, c'est un témoignage aujourd'hui. Il faut que la nation ivoirienne comprenne ça. Parce que si Dieu m'a maintenu en vie, parce que dans ma dernière prison, la 5e prison, j'ai perdu la vie. Moi, je perdais la vie, j'ai perdu connaissance pendant 1h30 dans l'eau. Et comment j'allais pouvoir faire une famille si j'étais mort ce jour? Tout le monde a dit que j'étais mort. Donc, ils m'ont laissé abandonner dans l'eau. C'est les pompiers qui sont arrivés sur le terrain. Voilà, ils m'ont cherché, ils ont plongé, ils ne m'ont pas vu par terre. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a vu là, flotter sur l'eau. Et il a dit, non, tiens, voici le gars, tiens là. Voilà, donc dans ça, moi, je suis allé en tôle, je suis revenu. Et de la tôle, j'ai réfléchi. J'ai fait des rêves même déjà, c'était si des animaux. C'était si des animaux. Donc, je me suis posé la question, est-ce que mon boulot ne serait pas l'élevage? Est-ce que mon boulot ne serait pas l'élevage? Parce que je n'avais pas la famille que je vais quitter et puis j'avais des problèmes encore dans la rue. J'avais besoin d'argent. Et tout ce que j'ai touché m'envoyait en prison. Donc, je devrais changer de vie. Donc, quand je suis venu ici, qui était en tôle, franchement, j'ai commencé à grouiller un peu. Je n'avais pas trop d'argent. J'ai pu m'acheter une poule africaine pour la mettre dans mon coin. Donc, un peu, j'ai un ami qui est venu, il est dans un long voyage, Dia. Il m'a dit, ah, Oumar, mais ça, je vais t'envoyer un coq. Et c'est parti. Quand il m'a envoyé le coq, j'ai commencé à les multiplier. J'ai commencé à les multiplier, donc je les vendais. J'avais besoin d'autres animaux qui sont... On vous a donné un coq, vous aviez déjà une poule? Oui, oui, j'avais déjà une poule. Donc, il y avait déjà des enfants qui étaient là. Donc, cet argent, quand je gardais, parce que je ne voulais plus aller en prison. Je ne voulais plus aller en prison. Et puis, j'ai un enfant qui grandissait. Voilà, il grandissait. Je suis tellement parti en tôle qu'il n'arrivait même pas à me voir, bien me connaître. Donc, vraiment, ça jouait sur moi. Donc, j'ai voulu être... Pas seulement sur vous, hein, sur lui, sur les enfants. sa mère. Oui, c'est lui, tout ça là. Bon, ce qui te fait, ça peut rattraper les enfants. C'est clair. Absolument. Donc, pour ça,
Voilà, j'ai voulu être un exemple pour beaucoup de jeunes dans le pays. Donc vous avez eu envie de vous battre, voilà. Vous avez eu envie de changer de vie. Oui, de changer de vie. Mettre Mohamed à l'école d'abord, je l'ai mis à l'école. Et puis ça commençait à aller un peu. J'avais déjà des lapins, les lapins aussi, ça commençait à donner. Ah, des poules, vous êtes passé au lapin? Oui, ça commençait à donner. Donc quand ça commençait à donner, je suis allé voir des vieux pères à Trècheville qui avaient fait des formations de l'élevage, qui étaient allés en France. Donc moi, j'étais déjà mes idoles dans l'élevage. Et donc quand ils me sont approchés, franchement, au lieu de me donner le courage, ils m'ont découragé. Ils m'ont dit, mais, oui, ils m'ont dit, mais, dans l'endroit que vous voulez faire l'élevage, est-ce que toi, tu penses que quelque chose peut te réussir parce que l'eau ramassait les ordures à venir sur ce site. Donc, ça fait que ce site était inondé de l'eau et des ordures. Et moi, puisqu'on me dit que je ne peux pas faire ce boulot-là, qui est l'élevage, parce que là, acheter des moutons, tout ça, il fallait les mettre à l'abri. Voilà. Donc, le danger qui était là, c'était l'eau qui passait pour venir. Donc, pour éviter le danger, il fallait travailler dur. Donc, il fallait commencer à recycler les pneus maintenant. Et puis, les camions, les bennes, quand il y a des maisons cassées comme ça, partout, je me mets sur le goudron, là, vers le pont de Gaulle. Quand la camionnette passe, j'arrête le chauffeur, puis je commence à causer avec lui. Il dit ça, non, là. mais moi, je suis étonnée. Franchement, l'idée vient comment? C'est vrai que c'était votre business, l'élevage, donc vous aviez à cœur de pouvoir préserver la vie de ces animaux-là, parce que c'est votre source de revenus. Mais ils sont en danger. Comment vous avez l'idée de mettre en place un système pour les protéger? Qui vous communique cela? Ou est-ce que vous avez déjà vu cela? Non, je n'avais pas vu quelque part, mais c'est venu en sorte de vision. Parce que ce coin, tout le monde m'avait dit que le coin était dangereux. On ne pouvait rien faire pour ce coin-là. Donc il fallait que j'ai un plan pour ce coin. Ce coin, et puis l'eau, moi je suis Bamba. Donc quand je suis à côté de l'eau, je veux faire quelque chose. Quand vous dites moi je suis Bamba, ça veut dire quoi? Elle est Bamba. Voilà. C'est Caïman au crocodile, on est très à l'aise avec. Vous êtes à l'aise dans le milieu aquatique. Qui n'est pas forcément vrai. Donc je me suis dit, bon, ça, je dois poser mon idée ici pour pouvoir faire un mouvement que tout le monde serait attiré par ce mouvement. Mais comment il me faut une équipe? Tu vois, il n'y avait pas d'argent pour avoir l'équipe d'abord. Donc, je sortais moi-même avec la bourrette, aller ramasser, recycler les pneus et puis venir sur le terrain. Donc, d'autres personnes ont vu ça, ça les a attirés aussi parce qu'il y avait déjà un sens. Moi, quand je mets un premier barrage là, voici mon premier pneu, ça veut dire que prochainement, il y a un deuxième pneu qui doit venir. Et ça, on appelle les corridors. Tu vois. Donc, ce boulot, d'abord, dans mon nom, s'il y a le langage, je vais surnommer ça le pilonnement. Le pilonnement, c'est un thème militaire. Quand ils vont en guerre, lancer les grenades, ils demandent des pilonnements. Donc, j'aimais bien ces mots-là. Donc, si le pneu est placé, pour qu'il soit bien placé, il faut pilonner les pneus avec des grabats, avec des poids. Mais bien précis, parce que ça va prendre des poids encore. Donc, il ne faudrait pas que la fondation qui est en bas craque. Donc, il faut prendre des briques pleines d'abord, les briques 20, les faire coucher d'abord dans la boue. Et puis maintenant, le pneu vient en dessus. Parce que le premier pneu qui va venir, il y a jusqu'à au moins 4 ou 5 pneus qui peuvent venir dessus. Tu vois? Et c'est comme ça, c'est classé comme ça pour aller. Devant, derrière. Tu vois? Donc quand l'eau va venir, ça va frapper. L'eau va rentrer dans les coins qui venaient d'habitude. Tu vois d'abord, mais l'eau ne peut pas partir avec. Mais comment couper l'eau? Essayons de garder un peu le suspense. Moi, je suis tellement touchée par cette intelligence et je me rends compte que l'intelligence ne s'acquiert pas seulement à l'école. On peut ne pas avoir eu la chance d'aller à l'école, mais faire tourner sa cervelle. Exactement. Merci beaucoup. Je suis impressionnée. Merci beaucoup. Et je n'ai pas de mots, si ce n'est qu'aller à la pub. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité, témoin du jour, Monsieur Bamba. Deux Bamba qui sont assis ensemble, je ne sais pas comment est-ce que va se comporter le troisième, si on avait sur Il va se mettre à l'infinitif. Eh bien, vous étiez donc en train de nous raconter votre histoire,
de comment est-ce que vous avez usé d'ingéniosité pour protéger les animaux que vous éleviez. Et on vous laisse poursuivre votre témoignage. Donc, comme ça... Vous n'avez pas perdu le fil, hein? Non, non, je n'ai pas perdu le fil. Il a fallu que je travaille. Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît. Il a fallu que je travaillais, je bossais dur, voilà, pour sortir ces sites de l'eau. Vraiment, c'était mon plus grand défi. Et j'ai cru que quand j'allais commencer ce boulot, c'était sans argent, je n'allais pas dépenser. Parce qu'il allait pour pouvoir faire moi-même. Mais maintenant, j'arrivais à avoir des trucs facilement. Mais il fallait une équipe avec moi. Voilà. Donc, j'ai envoyé l'équipe, ils doivent manger. S'il y a un problème de santé, je dois m'occuper d'eux. Donc, comme ça... Mais l'élevage vous rapportait quand même un peu d'argent. Oui, l'élevage rapporte. Ça rapporte. Mais je vais commencer ça sans dépenses d'abord. D'accord. Sans dépenses. Mais après, c'est devenu des dépenses. Parce que la benne qui doit envoyer, tu dois lui donner un petit jeton. Tu vois, ceux qui doivent ramasser aussi, tu dois leur donner quelque chose. Souvent, les bourrettes, ça n'y va pas. Tu dois les réparer. Mais qu'est-ce que vous croyez? Wow. Parce qu'il faut investir pour gagner. C'est vrai qu'à un certain moment, on ne se dit pas, mais moi, je suis en train de faire ça pourquoi? C'est vrai que le premier objectif, c'est de préserver son business, puisque c'est un site sur lequel vous élevez vos bêtes et tout. C'est pour préserver son business, c'est pour préserver son argent, ses rentrées d'argent, mais vous dépensez plus dans cette affaire d'être écolo, de préserver le site, que dans votre business premier. Est-ce qu'on ne se dit pas à un moment, je fais ça là pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui me soutient, je suis en train de me casser le dos, me plier en quatre. Est-ce qu'on ne se dit pas, bon, j'abandonne, c'est bon? Oui, ça me venait en tête beaucoup de fois, même, voilà, beaucoup de fois, ça me vient en tête. Parce que quand, franchement, il n'y a pas de soutien, tu vas vers des personnalités, voilà, il n'y a pas de bonnes réponses. D'autres même vont aller jusqu'à te dénigrer, d'autres vont te dire, mais ça là, tu penses quoi? Un jour, ils vont venir te chasser. Ici, là, non, on ne peut pas se mettre, on ne peut pas investir dans ce mouvement. Donc, souvent, tu te dis, mais tu fais ça pourquoi? Tu es découragé. Puisqu'il n'y a pas d'aide. Mais toi, tu vois le prix que tu gagnes, tu dois aider les bons à aller devant. Donc, c'est là, ça m'avait beaucoup découragé. Mais j'ai regardé ce qui avait commencé d'aller passer là. Quand j'ai regardé là, et puis on est arrivé, les enfants qui sont nés avec moi sur ce terrain là où on n'arrivait pas à passer. Mais comment j'allais gagner l'argent si je laissais ce terrain? Comment j'allais gagner cet argent? Comment ma famille allait se comporter? Voilà. Je suis déjà pauvre et puis j'allais augmenter mes problèmes. Donc même si je suis découragé, je ne peux pas abandonner. Voilà, je ne peux pas. Vous êtes arrivé au bout de votre projet de préserver la berge? Non, non. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. J'ai réalisé le projet, mais le projet n'est pas encore fini. Le projet, il est à quel niveau? Le projet, il a un grand niveau. Il a beaucoup avancé. Il a beaucoup avancé. C'est les limitations. Ça, c'est comme si c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il reste seulement des coffrets, des trucs, des punais. Ces punais, ce qui va vous étonner, c'est de voir votre frère qui est en train de coffrer les punais caoutchouc qui est là. J'ai une méthode, comment faire du béton avec ces caoutchoucs, les connecter ensemble. Comment faire du béton avec du caoutchouc? Voilà, j'ai trop réfléchi et puis j'ai essayé. Ça a pris. J'ai réussi à faire une maisonnette d'abord. Voilà. Après la maisonnette, j'ai appelé un maçon. Quand j'ai appelé le maçon, je lui ai dit, ah, c'est puni où je suis arrêté présentement. Je lui ai dit, ah, bon, comme le terrain est devenu grand, là, le terrain est devenu grand, donc on doit faire une fondation pour faire un coffrage, faire debout les briques. Mais le maçon m'a regardé, m'a dit, mais mon frère, quand on dit les rastas sont fous, là, comment ça comprend? Je m'attendais bien à cette réponse-là. Tu vois, donc quand elle m'a dit ça, au lieu de me fâcher, ça m'a fait rire, ça m'a donné, parce que moi, ce qui doit me fâcher, souvent, ça me donne plus de courage. Oui, Jess. Ça fait que je vais déterminer. Quand elle a dit ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais Las, viens, tu vas voir aujourd'hui ce qui, quand on te dit, et puis tu veux laisser si les dits des autres là, fais pour toi-même. Ça là, c'est pour moi, c'est moi, je t'ai appelé pour travailler, puis je vais te payer. Tu es maçon, non? Briques là, j'ai acheté briques, j'ai du ciment. Je te dis, ces punais là, on doit monter des briques dessus, les moutons vont dormir dedans, les poulets vont dormir dedans. Mais comment on va faire? Caoutchouc et ciment. C'est vrai que vous visez à protéger la vie
de vos bêtes. En même temps, vous travaillez aussi à préserver l'environnement. Mais est-ce que vous avez un moyen pour vérifier que cela n'est pas toxique à l'environnement? Oui, j'ai un moyen pour vérifier parce que, pourquoi ce qui est toxique déjà, un arbre ne va pas planter dedans, ne va pas pousser dedans. Quand on essaie de planter un arbre dans quelque chose de toxique, ça va gâter peut-être la plante. Et moi d'abord, je ne suis pas à l'école, mais je suis quelqu'un, j'aime beaucoup tester des choses. Et ces pneus, j'ai commencé à les rendre dans des pots de fleurs. Et ces pneus en abrité, vous allez voir des arbres, des cocotiers chez moi. C'est dans ces pneus-là que ces cocotiers sont assis. J'ai pris ça pour faire des fondations d'abord et puis planter des cocotiers. Une sorte de vase en fait. Voilà. Okay. Et ça nous reçut. Vu qu'en présentement même, on peut faire... Voilà, j'ai vu que ce n'est pas toxique parce que ces pneus dans l'eau, il y a des coquillages qui vont venir dessus. Ces coquillages, ils vivent. C'est la nourriture des poissons. C'est la nourriture des poissons. Ils doivent se coller à ces pneus. Quand ils les touchent, ça peut te déchirer, te blesser mal. Eux, ils viennent se coller sur ces pneus-là. Ils font des années. Si les pneus restaient collés, on dirait du ciment. Donc, nous, pour aller pêcher, là, avant, on allait enlever dans l'eau au fond. Mais maintenant, puisqu'on a mis les pneus, les coquillages se coulaient dessus et puis se multipliaient. Donc, vous voyez, comme là-bas, ils faisaient les boyaux aussi, les familles, ils produisaient. Donc, des hommes venaient nous voir pour enlever ces coquillages. Nous, on enlevait et puis pêcher. Et puis, les coquillages sont toujours vivants. Tu vois, ces coquillages ne meurent pas. Tu vois. Donc, j'ai vu que ces trucs, ce n'est pas pollué parce que quand on veut parler de pollution, quelque part, ma gamme même de Rastafaris m'a amené à dire, mais et tous ces navires qui sont si lourds dans le monde entier, c'est fait à base de peinture. Est-ce qu'on parle de la pollution? Est-ce qu'on a une idée si ces navires qui ont des peintures, des tonnes de peintures sur eux qui circulent dans l'océan, peut-être de l'Amérique à l'Afrique? Donc, ces pneus, ça m'a rassuré que ça ne pouvait pas polluer l'eau. Où ça allait polluer, c'est quand les pneus allaient être incendiés. Quand on allait enflammer les pneus, ça devenait dangereux pour la population. Mais vous n'avez pas l'intention de le faire? Non, non, je n'ai pas... Voilà, je sensibilise ma population. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le site? Ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans que je suis dans le site-là, dans ce travail, dans le même coin, donc je suis arrêté. Et votre système, il fonctionne? Il fonctionne très, très bien, très, très bien. La barrière n'a jamais cédé? Jamais? Non, ça n'a jamais cédé. Au contraire, on avance. Ça, c'était les premiers boulots même. Mais ici, aller encore plus de 50 mètres après ça. Après ces trucs. Voilà. Alors, vous nous avez dit que votre projet n'était pas achevé. Non, ce n'était pas achevé. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour l'achever, pour le terminer? Ce qu'il me faut, il me faut du matériel, du ciment, voilà, des graviers, faire un bon boulot, être un exemple, voilà, pour ma population, les plus petits, partager mon idée. Parce qu'aujourd'hui, quand les hommes sont fâchés, ils s'expriment déjà avec les pneus. Moi, ça me fait très mal parce que la fumée qui monte, ça va partout. Elle est toxique. Hein. Voilà. Moi, pour répondre à sa place, à votre question, je dirais qu'il a besoin de soutien, d'accompagnement, de suivi d'une équipe de personnes qui ont le souci de la nature, qui veulent vraiment donner d'eux-mêmes pour réaliser, sinon pour cristalliser cet objectif-là. D'accord. Caroline, moi, je suis admiratif devant ses œuvres. Et avec lui, on découvre encore une fois que les Bambas n'ont pas peur de se jeter à l'eau. J'adore. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'au début de ce projet, étant donné que vous êtes Rasta, quand on voit votre look, et puis votre passé fait qu'on a le sentiment que vous n'avez pas une bonne réputation. Vous vous promenez dans la rue, vous collectez des pneus. Quel est le regard des gens? Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Bon, c'est toujours cette... Si je vais dire... Les Rastas sont des fous. Ouais, sont des fous. Donc, quelque part, je vais accepter ça. J'ai mon vieux père Malo. Je lui disais que, mais Malo, quand les gars disent que je suis fou, ils ont même monté la mère de mes enfants contre moi. Voilà. Par moments, ça envoyait des discussions. Vous dites que vous avez 4 enfants. Hein. Oui. Vous ne pouvez pas laisser les enfants à la maison, aller charger les pneus, aller recycler les pneus. Mais nous, on gagne quoi? Il dit, mais c'est ça qui a donné les grades demain. Mais c'est le dit des hommes. Vous êtes un visionnaire, sincèrement. Voilà.
Tu deviens fou, tu deviens fou. Et puis dans le téléphone, hein, je suis au port, je suis en train de venir. Moi, je vois ça un sport et puis je suis content. Mais le mousseau, il me débat. Mais on dit tu deviens fou, mais il ne comprend pas, les enfants sont à la maison. Ça, c'est quel mouvement, ça, là? Puné dans très ville, là, tu es dans trop. Il dit non, il dit bébé, laisse, ça va aller. Donc, quand j'arrive à la maison, on cause. Donc là, il s'est allé me déclarer à mon vieux père Malo. Il dit, Malo, quand on dit je suis fou, là, hein? Quand on dit je suis fou, je crois qu'ils vont dire à Mousso là que je suis fou. Zeka a dit, je suis quel genre de fou? Positif ou négatif? Parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Wow. Positif ou négatif? Parce qu'un fou qui veut fonder une famille, un fou qui veut protéger les enfants, un fou qui veut protéger son environnement. C'est un fou positif. Donc, si c'est ça là qui est la folie, là, c'est que j'aime la folie, à Dieu, il faut augmenter aussi, si ma folie là. Donc, Marlon m'a dit... Non, c'est bon, comme ça. Voilà, on veut se sentir en sécurité ici sur ce plateau. Non, c'est des folies positives. Non, je vous charrie. Donc, lui, il m'a dit, en même temps, donc, on va faire ça en philosophie. Comme le collègue n'est pas là. Voilà. C'est dommage. Mais justement, est-ce que, je veux dire, après tout cela, vous avez pu vous réconcilier avec votre famille parce que vous avez quitté la cellule familiale très tôt. Et quand vous prenez conscience que vous commencez à être un homme à qui on peut faire confiance, est-ce que vous retournez en famille? Vous faites la paix avec vos parents? Je retourne en famille, rarement parce qu'ils ne partagent pas la même vision. Voilà, la même vision. Et puis encore, je suis Rasta, trop de jugements à mon égard. Mais moi, tout ça, ça me forme. Ça me forme, j'aime, voilà, quand soit on veut se moquer ou bien on me néglige, j'aime parce que ça m'aide à bien faire. Donc. Et peut-on savoir si l'équipe que vous avez essayé de constituer est toujours avec vous et quelles sont les attentes de cette équipe-là? Est-ce qu'elle vous est toujours fidèle ou le découragement s'installe souvent? Prends un peu de souffle. L'équipe est fidèle. L'équipe, c'est une jeunesse que, bon, la Côte d'Ivoire ne connaît pas sa jeunesse. C'est une jeunesse qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Il y a des intellectuels dans cette jeunesse. Il y a des étudiants dans cette jeunesse qui ont envie de faire avec moi, laisser les trucs et puis venir faire. Parce qu'ils apprennent des choses. Moi, comme ça, il ne sait pas manipuler un ordinateur. Il doit t'envoyer un message là. C'est quelqu'un qui doit me faire. C'est mes petits qui sont avec moi dans le boulot. Donc, eux, vraiment, ils sont restés fidèles avec moi parce que les jugements qui sont si moi, c'est que les parents même les ont dit à la maison, là, ils n'allaient jamais s'approcher de moi. Et s'ils n'étaient pas approchés de moi, est-ce qu'aujourd'hui ils seraient là? Parce que c'est eux, dans les clés, ils ont mis mes vidéos, c'est eux qui ont filmé des choses pour moi. C'est eux encore, quand j'ai des poids à prendre, ils me disent non, parce qu'on prend un peu de l'âge. On le vieux, calme-toi, les enfants vont faire ça pour toi. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Après vous avoir écouté, on se rend vraiment compte qu'il ne faut pas juger aux apparences. Ouais. Voilà, parce que vous nous avez enseigné sur ce plateau, nous avons appris et nous sommes contents de savoir que vous êtes dans le domaine du recyclage. Le recyclage qui permet de réduire le volume des déchets, qui permet de préserver les ressources naturelles et qui crée aussi des emplois. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Ce plateau est à vous, très chers téléspectateurs. Vous avez des histoires intéressantes. N'hésitez pas à venir. Mais je vous préviens que bientôt, nous serons en vacances. Voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Nous allons, dans quelques petits instants, passer à l'instant Covid-19 de cette émission. Mais avant, pub. Besoin d'unité en urgence? Mauve Crédit Secours vous dépanne. Tapez étoile 444 dièse et remboursez au prochain rechargement. Ensemble, faisons barrage au Covid-19. Move, no limit. Et voilà, Baterna Sémian est là depuis le début de cette émission et nous allons dérouler le tapis rouge pour Dr Linda Caboret. Non, pas de défilé, je ne vous ferai pas défiler aujourd'hui. C'était exceptionnel le jour de votre anniversaire. Une capsule qui a fait le tour du monde. Hein. Oui, je crois. Bienvenue à vous. Et pendant que vous vous installez, Paterne a des chiffres à nous communiquer. Caroline, les chiffres sont tombés encore hier et tous les jours.
Alors, hier, on a enregistré 384 nouveaux cas confirmés et 112 nouveaux guéris et 2 décès. Alors, avec le docteur Linda Caboret, nous allons ensemble analyser l'évolution de la maladie depuis ces deux dernières semaines. Alors, depuis le 1er juin, on a eu 118 cas, le 2 juin, 73 cas, le 3 juin, 86 cas, le 4 juin, 152 cas, le 5 juin, 169 cas, le 6 juin, 126 cas, le 7 juin, 182 cas, le 8 juin, 143 cas, le 9 juin, 114 cas, le 10 juin, 186 cas, le 11 juin, 123 cas, le 12 juin, 280 cas, le 13 juin, 164 cas, le 14 juin, 236 cas, le 15 juin, 355 cas, le 16 juin, 240 cas, et hier, le 17, 344 cas. Franchement, il y a de quoi soupirer. Doit-on céder à la panique? Ce n'est pas à la panique. On doit juste respecter les mesures barrières. Parce que si vous cédez à la panique, ça va vous mettre en état de stress et baisser votre immunité. Ce n'est vraiment pas le moment. C'est respecter les mesures barrières. Et parmi ces mesures, est-ce que l'autoconfinement est toujours d'actualité? L'autoconfinement, c'est... oui, vous devez aller à vos activités la journée. Donc, protégez-vous pour pouvoir gagner votre pain à la sueur de votre front. Vous n'avez pas le choix. Parce que c'est une question de survie aussi. Exactement. Mais pour que l'économie revienne vraiment à la normale, c'est-à-dire qu'on retrouve notre activité, notre vie et tout ça, il faut que tout le monde soit raisonnable. Maintenant, quand vous avez fini ce qui vous donne le pain à manger, essayez de ne pas faire les autres activités, rentrez chez vous, restez au calme chez vous. Parce que ça a été allégé pour que tout le monde puisse gagner de quoi manger. Mais il ne faut pas abuser. Donc, les loisirs et tout ça, quand on va être strict pour soi-même, au moins pendant 2 semaines, que tout le monde va respecter, 2 semaines après, notre vie va recommencer, on va pouvoir refaire des réunions parce que Corona, il va se promener, il va trouver personne à contaminer, il va partir. On va le raccompagner à l'aéroport. Lequel des aéroports? Parce que je ne sais pas quel pays voudrait encore le recevoir. Pour les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques, en fait. Oui, ça, merci. C'est exactement ça. Caroline, il y a un internaute qui voudrait savoir, alors depuis le mois de juin, on avait constaté qu'on était à 52, parfois même à 42. Aujourd'hui, nous sommes au 17 juin. En fait, le 17 juin, on totalise 344 cas. Est-ce que les mesures qui sont conseillées, ces mesures sont vraiment efficaces? Ce sont des mesures efficaces, mais si personne ne les applique, s'il n'y a que 5% de la population qui applique ces mesures, comment on fait? C'est votre question. Est-ce que ces mesures sont efficaces? Oui, parce qu'elles ont été démontrées dans d'autres endroits. Chaque pays a ses spécificités, mais en compilant ce qui a marché chez les autres, ces mesures-là sont efficaces. Mais à condition que tout le monde soit raisonnable. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un manque d'engagement par rapport à la population, vu par rapport aux mesures qu'on doit appliquer, ou c'est juste le manque de sensibilisation, le manque de communication autour? Non. Parce qu'il n'y a que 5%, comme vous venez de le dire, de la population. Ça fait 3 mois que je suis avec vous tous les jours. Ça fait 3 mois qu'il y en a qui laissent leur travail pour aller faire de la sensibilisation. Si c'est le manque, je pense que ce n'est pas ça. C'est que les messages sont donnés, les télévisions sont mobilisées, les radios sont mobilisées, les ONG sont... le gouvernement, alors qu'il y a d'autres choses qui courent. Les professionnels de santé sont mobilisés alors qu'il y a d'autres maladies qui continuent. Vous comprenez, on a mis notre vie de côté par rapport à ça. Donc, ce n'est pas ça. C'est le manque de prise de conscience et le déni de la maladie qui est notre plus grande
problème. C'était une question posée à dessein, c'était pour dire à toutes ces personnes qui nous regardent là maintenant d'être responsables parce que nous sommes tous concernés. Voilà. C'est-à-dire que là, même si le gouvernement dit fais ça, si personne n'applique, ça ne marchera pas. Alors que les pays qui ont pu appliquer ces mesures et sont disciplinés, j'enverrai une image où on voit comment ça se passe dans certains pays. Il y a presque plus de taux de contamination. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de changer de stratégie de communication? Parce que si on adopte une certaine communication qui ne marche pas, on doit songer à changer. Oui, mais je pense que l'augmentation des taux fait prendre conscience à... Et puis du coup, comme ça augmente, de plus en plus de gens ont des personnes malades autour d'eux. Donc l'augmentation, c'est dommage, mais fait prendre tout à chacun que c'est possible. Ce n'est pas seulement en Occident, c'est aussi chez nous. Justement, en parlant de changement de stratégie, moi je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui disent encore pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la parole à des personnes qui ont été malades du Covid. Peut-être que ça passerait mieux. Une personne qui a été malade, qui explique ses symptômes, qui explique à quel point c'était difficile. Parce que franchement, on voit rarement de personnes faire un témoignage sur la maladie. Alors je comprends que ce soit une question de protection de la vie privée. Mais est-ce que peut-être il ne faudrait pas... Excusez-moi, mais dans les centres d'isolement, vous avez des personnes qui se sont fait isoler parce que, par exemple, il y a une vendeuse de choses au marché, une vendeuse, plus personne, comme les gens ont appris dans son quartier qu'elle était positive, plus personne n'achetait ses marchandises. Et heureusement, dans les centres d'isolement, il y a des psychologues justement pour accompagner tous ces gens qui ont été rejetés par leur communauté. Parce que, alors c'est difficile de trouver quelqu'un qui va se mettre à visage découvert, même non découvert, parce qu'ils ont très peur, parce qu'il y a un accompagnement. Il y a des psychologues qui sont obligés de les accompagner parce qu'ils ont été atteints dans leur chair, parce que dans leur quartier, on les a pris comme des pestiférés. Il y en a un, carrément, ça a été annoncé à toute la mosquée. Mais sincèrement, docteur Linda Kabouré, je pense qu'au point où nous en sommes, nous n'avons pas d'autre choix que d'encourager les uns et les autres à témoigner. Non, et déjà, on n'a qu'à arrêter la stigmatisation. Justement, ça sera un moyen efficace d'arrêter la stigmatisation. Parce que imaginez un peu, je veux dire, des personnes, soit célèbres, et des individus lambda qui ont contracté le virus, qui peuvent venir à visage découvert pour dire « Ah, j'ai eu le coronavirus, j'ai été atteinte ». Donc, c'est des cas très isolés. C'est des cas très isolés. J'ai eu le coronavirus, mais voilà, par la grâce de Dieu et par le génie de la médecine, je suis aujourd'hui guérie, c'est une réalité. Alors, préservez-vous. Votre appel. Il faut le faire. Non, sincèrement, il s'agit de vie. Il faut le faire de plus en plus. Je dis, ceux qui ont été atteints, ils vont entendre votre appel et ils vont venir. Bien évidemment, ça va faire disparaître la stigmatisation. Justement. Et je veux dire, les gens n'auront plus aussi peur. Et honte. Justement, ce n'est pas une maladie, la honte. Ce n'est pas une maladie dont on doit avoir honte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a montré les centres d'isolement. J'ai demandé aux personnes qui ont transmis ces images de témoigner. Il a été demandé aux personnes qui étaient dans le centre d'isolement si, à leur sortie, ils allaient venir témoigner. On n'a trouvé personne. On leur a dit, on va vous flouter, on n'a trouvé personne. Parce que, si vous voulez, alors nous qui sommes très proches du peuple, des populations, il y a des informations qui nous reviennent. On entend des choses. Les gens n'y croient pas. C'est-à-dire jusqu'à présent, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les gens n'y croient pas. Les gens ne sont pas rassurés. Changeons plutôt de méthode. Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a des propositions qui sont faites. Il faut absolument. On attend. Parce que nous, ici, on croit en la maladie. On est tout le temps choqués quand il y a des personnes, même des intellectuels, même des personnes du corps médical qui vous disent non, si vous êtes malade, restez chez vous. J'ai déjà entendu cela. Mais c'est vraiment choquant. Nous savons que ça existe bel et bien et qu'il y a des personnes qui en meurent. Mais pour toutes ces personnes-là, cette catégorie de personnes qui est encore dans le déni, qu'est-ce qu'on leur dit?
Caroline, Oui, je voudrais juste dire que la Côte d'Ivoire a l'un des systèmes sanitaires les plus performants. Mais en Europe et même en Occident, en Chine, où la maladie a déclenché, aujourd'hui, on est confronté à une seconde vague de l'épidémie, malgré le fait que là-bas, il y a des intellectuels, il y a des célébrités qui ont été touchées par cette maladie, qui ont témoigné à visage découvert. Il y a le déni là-bas. Voilà, mais malgré cela, il y a une certaine résurgence. Est-ce que ici aussi, quand on voit le nombre élevé de malades, ça fait peur. Mais est-ce qu'il n'y a pas, comme Caroline le disait, Jessica, d'autres stratégies, d'autres méthodes, au lieu, c'est vrai que les gens ne respectent pas du tout, mais au lieu de dire que les gens ne respectent pas du tout, est-ce qu'il n'y a pas, je pense que, d'autres mécanismes, d'autres moyens? Non, mais là, vous dites tout et son contraire. Ça fait peur. Moi, si j'ai peur, je me protège. Mais les gens ont peur, mais ils ne se protègent pas. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Quand vous discutez avec eux, « Ah, moi, j'ai peur, ils stigmatisent l'autre et tout. » Mais eux-mêmes, ils ne respectent pas les mesures barrières. Donc, c'est difficile. On est les associations, les ONG, les tradipraticiens font de la communication intracommunautaire, puisque maintenant, donc de plus en plus de la télévision, vous avez, je donne l'exemple des tradipraticiens, dans chaque quartier, il y a des tradipraticiens. Lui-même, il sait communiquer avec sa population. Nous sommes en train de les former à ça, pour qu'ils puissent communiquer et parler dans la langue du quartier ou de, je ne sais pas, dans le langage du quartier pour que les gens comprennent mieux. Donc maintenant, je lance un cri d'appel. Les tradipraticiens le font avec le moyen du bord, alors que eux, ils sont aux côtés de la population, mais ils se débrouillent eux-mêmes pour le faire. Et ça... Ne pensez-vous pas qu'il est opportun de passer à une phase ou de corser les mesures de répression? Moi, là, je vois sur la route, ça a commencé, parce que moi, des fois, dans la voiture, j'enlève, là, j'enlève plus, parce que ils ont un système, ils sont... L'autre appelle l'autre là-bas, il y a la voiture, t'entends, ils n'ont pas de masque, et puis ploum, ploum. Ah, ça, j'ai vu ça hier partout. Wow. J'ai vu ça hier partout. Ils s'envoient des messages et ils vous attendent de l'autre côté. Alors, docteur Lida... Pater Massémian, merci beaucoup. Ouais. Et nous faisons un gros coucou à Paulus Agato, de là où il se trouve. Ah oui, vraiment. Docteur Lida Kaboré. Docteur Paulus. Merci et aussi à merci d'être venu sur ce plateau. Et bien, très chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Nous espérons vous avoir apporté un peu de rayon de soleil dans vos vies. Merci encore de nous faire confiance. On se retrouve demain pour une rediffusion. Mais d'ici là, prenez soin de vous et des autres et surtout respectez toutes les mesures barrières. Au revoir.